En 2002, un groupe de pratiquants de Falun Gong ont détourné la télévision d'État chinoise. Et leur histoire vient d'être retenue pour un Oscar. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Pendant des décennies, le Parti communiste chinois a brutalement persécuté la pratique spirituelle du Falun Gong. Avant que cette persécution ne commence en 1999, il y avait jusqu'à 100 millions de personnes en Chine qui pratiquaient le Falun Gong, selon les propres estimations du gouvernement. Et pendant un certain temps, le Parti communiste chinois a essayé de s'en attribuer le mérite. Si vous avez fait une promenade dans le parc ce matin, vous pouvez constater que les efforts récents du gouvernement en matière de santé publique n'ont pas été vains. Chaque matin, de 5 à 6 heures, l'herbe verte, les parcs et les places publiques de la ville deviennent un paradis pour l'exercice physique. Mais une fois que le parti a interdit le Falun Gong, les médias d'État ont diffusé de la propagande anti-Falun Gong 24 heures sur 24. Le quotidien du peuple déclare que le Falun Gong est une secte maléfique. Le Falun Dafa est une organisation illégale, et la décision est de le mettre hors la loi. L'agence d'État chinois a écrit « Les soi-disant principes de vérité, de bonté et de tolérance prêchés par le fondateur du Falun Gong, Liongji n'ont rien en commun avec le progrès social, éthique et culturel que nous nous efforçons d'atteindre. » Ils ont vraiment dit que la vérité, la bienveillance et la tolérance n'ont rien à voir avec le gouvernement chinois. C'est vraiment d'une honnêteté rafraîchissante. Mais en 2002, un petit groupe de pratiquants de Falun Gong de la ville de Changchun a réussi à détourner le journal télévisé de la nuit pour diffuser un message sur la réalité du Falun Gong. C'est une histoire incroyable, et elle a été transformée en un film étonnant intitulé Eternal Spring. L'histoire est racontée en grande partie par l'animation, réalisée par le dessinateur de bande dessinée chinois Dak Chung. Il a illustré les bandes dessinées de Star Wars, Superman et Justice League. Il a également dessiné les affiches de protestation de Hong Kong, que nous avons vues partout en 2019. C'est un film vraiment unique, comme le dit le Globe and Mail. S'ouvrant sur la scène d'une arrestation massive qui a lieu à Changchun, en Chine, la tension et le suspense de ce moment sont capturés à un rythme parfait par le style d'animation, qui évoque à la fois les bandes dessinées chinoises traditionnelles et Grand Theft Auto. Et il pourrait être en lice pour un Oscar. Le réalisateur Jason Loftus se joint à moi pour parler du film. Jason, merci de me rejoindre aujourd'hui. Merci de me recevoir, Chris. C'est un plaisir d'être ici. Eh bien, tout d'abord, félicitations pour votre film qui est présenté par le Canada, à l'Academy Award du meilleur long-métrage international. C'est énorme. Merci beaucoup. Oui, c'est une leçon d'humilité, un honneur, et nous avons l'impression de représenter un grand nombre de cinéastes très talentueux, car c'est la première fois qu'ils choisissent un documentaire, un film d'animation ou un film en mandarin. Donc oui, nous sommes très honorés par cette reconnaissance. Et vu que le documentaire traite du Falun Gong et des violations des droits de l'homme en Chine, et vu à quel point Hollywood semble vouloir pénétrer le marché chinois, pensez-vous qu'il sera nommé aux Oscars? Vous savez, nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre depuis le début. Nous continuons simplement à partager ce film avec les gens, à parler du film et de ce qu'il contient, et nous sommes ravis que les gens y adhèrent. C'est à peu près tout ce que nous pensons à ce sujet. À ce stade, le Canada a choisi le film, ils pensent que nous avons une chance, et nous allons faire de notre mieux pour représenter le Canada. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré pour réaliser Eternal Spring? Il y a quelques années, je réalisais un jeu vidéo de Kung Fu, qui comportait beaucoup de bandes dessinées à la main. Nous avons appris l'existence d'un artiste originaire de Chine qui vivait à New York à l'époque. Il s'appelle Dak Chung, et il a dessiné pour Justice League et Star Wars. Il a également travaillé avec Jin Yong, ou Louis Cha, qui est en quelque sorte le plus grand romancier de Kung Fu en Chine. On s'est dit que c'était parfait, il avait un bagage culturel et un talent artistique incroyable. Nous l'avons invité dans notre studio, qui se trouve à Toronto, et nous avons collaboré avec Dak Chung sur ce jeu vidéo. Et nous avons appris que Dak Chung venait de la même ville natale que ma femme et partenaire de production, Masha Loftus, qui est une ville du nord-est de la Chine appelée Changchun. Bon, Masha ne faisait pas partie de la communauté Falun Gong, elle était la fille d'un fonctionnaire de niveau intermédiaire du gouvernement chinois. Elle n'avait aucun lien avec les groupes persécutés, ou les groupes dissidents en Chine. Je pense donc que pour elle, le fait d'entendre ce qui se passait sous son nez dans sa propre ville natale l'a vraiment touchée. Quant à moi, je m'intéressais au sujet, je m'intéressais à la philosophie orientale, et à la méditation quand j'étais au lycée, et c'est grâce à cet intérêt que j'ai découvert le Falun Gong. C'était avant qu'il y ait une répression en Chine.
En 1999, lorsque les autorités chinoises ont interdit le Falun Gong, le discours selon lequel ces personnes étaient maléfiques et dangereuses, et toutes les choses que j'entendais dans les médias d'État chinois, ne correspondaient pas à mes propres expériences, et à mes rencontres avec la communauté du Falun Gong à Toronto, d'où je suis originaire. Et donc, je pense que cela a semé en moi cette préoccupation pour la situation des droits de l'homme et cet intérêt pour le sujet du Falun Gong, sous l'angle des droits de l'homme. Et donc, quand Daxiong nous est tombé dessus avec cette histoire remarquable de hold-up à la télévision, de détournement des ondes télévisées, et de son obligation de fuir sa maison, et tout ce qui s'ensuit, c'était vraiment, je pense, une histoire qui nous tenait à cœur, et que nous voulions raconter. D'un point de vue cinématographique, j'ai également pensé que c'était une occasion unique. J'ai déjà vu des animations très bien utilisées dans des documentaires. Vals avec Bashir est un film que j'ai beaucoup apprécié il y a quelques années. J'ai rencontré brièvement les réalisateurs de Tower lors de leur passage à Toronto dans le cadre d'un festival. J'ai vu le film utilisé de différentes manières, dans différents styles, et je pense qu'il peut être utilisé efficacement. Mais ce qui m'a enthousiasmé dans la perspective de cette histoire, c'est que nous pouvions regarder toute l'histoire à travers le prisme de l'artiste. En général, quand on voit de l'animation dans un documentaire, c'est une sorte de décision, une décision artistique prise par la main invisible du réalisateur, et on la voit, mais on ne sait pas ce qui se passe. Pour moi, c'était l'occasion de tirer le rideau et de voir le processus artistique se dérouler à l'écran. Nous voyons donc comment la nostalgie de Daxiong pour son pays d'origine se reflète dans son travail artistique. Nous voyons comment la douleur du traumatisme, et tout ce qu'il a enduré, se reflète également dans ses coups de pinceau. Mais ensuite, nous voyons que lorsqu'il essaie de retracer cette action de protestation dramatique qui est au cœur de l'histoire, ce vol des ondes de la télévision d'État en Chine, nous voyons comment cela l'aide à acquérir une nouvelle compréhension de cet événement qui a vraiment eu un impact sur sa vie. Et je pense que cela montre le pouvoir de l'art et du processus artistique, et c'est quelque chose qui nous a vraiment enthousiasmés dans cette histoire en particulier. Oui, je veux dire que le plus grand défi pour réaliser un documentaire sur les droits de l'homme en Chine est le manque d'images. Et donc la décision d'utiliser les styles artistiques de Daxiong est vraiment un moyen fantastique de contourner ce problème. Et cela ajoute un sentiment très particulier à ce documentaire. Je ne pense pas avoir vu beaucoup de films comme celui-ci. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose d'unique à ce sujet. Toute cette idée de ne pas se contenter d'utiliser l'animation, ce qui se fait rarement dans les documentaires, mais de faire de l'animation et du processus artistique une partie du film. Je n'ai jamais vu cela, et je pense que c'est peut-être pour une raison. En général, lorsque vous tournez un documentaire, vous allez tourner 100 heures d'images, vous vous asseyez dans la salle de montage, vous commencez à les découper et laisser l'histoire émerger de manière organique. Lorsque vous faites de l'animation, le processus est très différent. En général, vous allez verrouiller tout votre scénario, vous allez avoir un storyboard pour chaque plan du film. Vous produisez une sorte d'animatique ou de bobine, c'est-à-dire un film d'images de storyboard qui représente tout. Et vous faites cela à l'avance parce que l'animation prend beaucoup de temps et coûte cher. Donc avec notre ambition ici de montrer l'artiste animant et créant des choses, et bien sûr ce qu'il crée, cela forme une partie du film, une partie clé du film, la majorité du film. Cela signifie que nous faisions ces deux choses. Ces deux processus qui sont habituellement opposés l'un à l'autre, nous les faisions en même temps, ce qui présente des défis très particuliers du point de vue de la production. Nous étions là à animer des scènes. Nous n'étions pas sûrs à 100% qu'elles allaient être intégrées au film. Nous ne savions pas non plus comment elles allaient s'intégrer dans le scénario, et comme tout cela allait s'articuler, parce que nous voulions vraiment conserver cette composante d'observation de Daxiong et de son propre processus, à travers son œuvre d'art, de son voyage et de ce que cela signifie pour lui. Cela a donc présenté des défis uniques, mais je pense que c'est uniquement grâce à ce type de défi que nous avons pu obtenir ce résultat final unique dont nous sommes très heureux. Je sais que Daxiong est avant tout un artiste 2D, mais l'animation de ce film est en 3D. Quel a été le processus? Combien de temps avez-vous passé à travailler sur ce projet? Oui, ça s'est étalé sur près de 6 ans, je dirais. Ce n'était pas la seule chose que nous faisions par nécessité, parce que nous sommes un studio indépendant, nous faisions un certain nombre de choses différentes. Mais c'était quelque chose sur laquelle une petite équipe dévouée a continué à travailler parce que nous avions cette vision de faire quelque chose d'unique. Vous avez soulevé un point important. C'était quelque chose, quand nous avons commencé à travailler avec Daxiong, ces dessins sont très évocateurs et ils ont tellement de détails, et ils sont colorés avec ces impressions des environnements. Ainsi, lorsqu'il parle de quelque chose qui lui est personnel, comme sa maison, on peut le sentir, il donne cette impression. Mais quel que soit le degré d'élaboration des dessins, il reste plat et bidimensionnel. Et donc dans un film,
Comment faire pour vraiment mettre quelqu'un dans l'état d'esprit de Dak Chung? Comment le mettre dans l'esprit de l'artiste qui a vécu toutes ces choses? Il faut vraiment donner aux gens un sentiment d'appartenance. Et du point de vue de la production, je pense que c'était l'un des plus grands défis. Notre directeur de l'animation sur ce projet, David Saint-Amand, a travaillé en étroite collaboration avec Dak Chung, et nous avons tous collaboré pour trouver le moyen de faire fonctionner le tout. Et ce que nous faisions, c'était de demander à Dak Chung de scénariser des scènes pour nous. Ainsi, si vous regardez l'ouverture où nous avons une sorte de raid policier généralisé, et c'est un long plan, c'est un montage sans aucune coupe dans le plan pendant plus de 5 minutes. En gros, on se déplace dans l'espace. Et la façon dont nous avons pu réaliser cela, c'est que nous avons demandé à Dak Chung de faire un scénario de la scène, puis nous sommes allés dans notre logiciel 3D et nous l'avons construit, mais nous avons juste construit des formes. Donc voici un rectangle où un bâtiment va aller, voici un coin de rue, ce genre de choses. Et puis nous utiliserions des caméras dans le logiciel 3D pour prendre des images sous différents angles. Donc, à partir de différentes perspectives, nous prenions des images et nous les imprimions sur des feuilles vierges. Et puis Dak Chung irait en ville et dessinerait tous les détails. Ainsi, tous ces arrière-plans, vous pouvez voir qu'il comporte tous les détails de son stylo, c'est sa propre interprétation de ce à quoi ressemble le paysage urbain de sa ville natale. Mais comme il le faisait à partir de plusieurs angles de caméra, nous avons pu scanner ces images et les draper sur les différentes plaines dans l'espace 3D. Ainsi, lorsque vous construisez une scène, vous pouvez déplacer la caméra dans l'espace et obtenir cette perspective 3D. Vous obtenez la parallaxe lorsque vous vous déplacez autour des objets et dans différents espaces. Mais partout où vous regardez, il y a toujours cette sorte d'hyper-détail des dessins de Dak Chung, parce que cela vient littéralement de son stylo. Ainsi, même dans les moments du film où nous passons devant les taxis ou le tramway qui font partie de ses souvenirs d'enfance, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des traits de marqueur parce qu'il les a colorés à la main, et que nous les avons scannés et drapés sur les différentes surfaces. Je pense que, d'un point de vue artistique, d'un point de vue cinématographique, c'est amusant de jouer dans ces nouveaux espaces et d'essayer d'obtenir un certain look et une certaine esthétique. Et ce film était vraiment unique de ce point de vue. Mais je pense que l'objectif principal est d'essayer de maintenir l'authenticité de l'œuvre de cet artiste. Nous utilisons vraiment son art et lui donnons vie. Donc c'est assez incroyable. Et comme ce film traite de ce que le Parti communiste chinois considérerait comme un sujet assez sensible, avez-vous eu des problèmes ou des réactions hostiles au film? Oui, nous avons parlé précédemment de mon dernier film, Ask No Questions. Le film a été fait au milieu de la réalisation de celui-là. Nous avons donc fait les deux films en même temps. Celui-ci a commencé en premier en raison de l'ampleur du travail, et nous tournions Ask No Questions en même temps. Les deux films sont très sensibles du point de vue des droits de l'homme, évidemment avec les autorités communistes en Chine. Et nous avons établi des liens avec Dak Chung, comme je l'ai mentionné, autour d'un jeu vidéo de Kung Fu que nous produisions. Ce jeu vidéo était publié par Tencent, qui est en réalité une société de médias majeure en Chine, et un acteur majeur dans l'espace de jeu international. Et donc nous venions juste de lancer notre jeu sur Tencent. Ils avaient cette plateforme de jeu Wii à l'époque, comme 200 millions d'utilisateurs. Nous étions très excités à ce sujet. Le jeu était présenté sur toute leur page d'accueil, nous pensions que ça allait être merveilleux, et tout d'un coup le jeu a disparu. C'est alors que j'ai contacté mon représentant chez Tencent, et on m'a dit que c'était le gouvernement chinois, les autorités les avaient contactés, et leur avaient dit que le problème ne concernait pas le jeu. Nous avions déjà été approuvés par les bureaux de censure de deux ministères différents du gouvernement chinois. Le problème serait moi et ma société. Et on m'a demandé, faites-vous quelque chose qui n'est pas en accord avec la direction du gouvernement chinois? Au même moment, les membres de la famille de ma femme, qui sont toujours dans la ville de Changchun, ont commencé à être contactés et harcelés par le bureau de la sécurité publique là-bas, et on leur a dit, nous savons ce que vous faites à l'étranger. Vous entendez donc parler de ces choses. Vous savez que lorsque vous abordez une histoire comme celle-ci, vous entendez parler de l'influence de la Chine à Hollywood. Vous entendez parler de la sensibilité de certains de ces sujets. J'imagine qu'il n'y a pas de sujet plus sensible que le Falun Gong ne l'a été en Chine, alors vous vous lancez dans ce projet en sachant qu'il peut y avoir des répercussions. Mais quand vous rencontrez ces choses directement, cela vous touche vraiment. Mais en même temps, quand on passe du temps avec Dak Chung, on se rend compte de ce qu'il a traversé, on se rend compte de ce qu'ont enduré les autres sujets du film. Certains d'entre eux, sans trop en dire, ne survivent pas. Et vous voyez qu'ils ont traversé tout cela pour pouvoir s'exprimer face à l'injustice. Ils ont traversé tout cela pour pouvoir raconter leur histoire. Et donc, oui, il peut y avoir des répercussions commerciales, ou une sorte de harcèlement et d'intimidation, mais ce à quoi nous sommes confrontés n'est rien en comparaison de ce que ces personnes ont dû affronter. Et nous avons pensé qu'il était vraiment important de raconter cette histoire. Oui, il y a un retour de bâton en termes d'intérêts commerciaux et autres. Mais en même temps, nous nous sentons vraiment encouragés par tout cela, parce qu'une fois que nous avons commencé à partager ce film sur le circuit des festivals, la réponse que nous avons reçue du public, des festivals, évidemment du Canada en termes de reconnaissance avec la sélection aux Oscars, c'est vraiment encourageant.
Cela signifie, vous savez, qu'il y a maintenant beaucoup de gens, je pense, qui pensent que nous devons être capables de parler de ces histoires. Les Chinois prennent beaucoup de risques en racontant leurs histoires, mais si nous ne pouvons même pas travailler avec eux, pour raconter leurs histoires en dehors de la Chine, alors avons-nous vraiment les valeurs auxquelles nous prétendons tenir si chèrement? Il faut donc les mettre en pratique. C'est ainsi que j'ai compris, après avoir traversé cette épreuve, que nous devons utiliser les droits que nous avons. Je suis aussi curieux de savoir si Dak Chung a reçu des critiques personnelles. Je veux dire, je sais qu'il était considéré comme l'un des meilleurs dessinateurs de bande dessinée venant de Chine. Est-ce que son travail sur ce film a changé quelque chose, surtout après sa nomination? Oui. Eh bien, Dak Chung avait déjà subi des détentions et des tortures lorsqu'il était en Chine, mais les choses ont continué et je pense qu'après, avec la reconnaissance que le film a reçue, il a dû faire face à davantage de difficultés. Donc, le 24 août, le Canada a choisi le film pour sa candidature au prix international du meilleur film pour les Oscars. Le 25 août, un département gouvernemental de Wuhan, je crois, a inscrit Dak Chung sur une liste d'auteurs nouvellement interdits en Chine. Dak Chung est donc responsable du matériel d'enseignement artistique utilisé dans les établissements d'enseignement. Comme je l'ai mentionné, il a dessiné avec Jin Yong et d'autres romanciers. Il a publié ses propres bandes dessinées. Il s'agit donc d'un travail considérable qui, d'après ce que j'ai compris, a été retiré des bibliothèques et des institutions en Chine à la suite de cette affaire. Ce que je trouve assez ironique, c'est que la réponse à un film qui traite de la censure et du défi de s'exprimer, et la réponse que nous obtenons est encore plus de censure. C'est malheureux. Je pense que Dak Chung a exprimé son inquiétude. Il est un peu habitué à ce genre de répercussions ou de traitement de la part des autorités chinoises. Mais il a exprimé son inquiétude pour les autres personnes qui collaborent avec lui, les éditeurs et ces autres personnes. Et nous comprenons que le Bureau de la sécurité publique a également exercé des pressions, encore une fois, sur les membres de sa famille et sur les personnes qui ont collaboré avec lui, ou qui auraient souhaité collaborer avec lui. Ils ont également été confrontés à cette pression. Il est donc clair que ces autorités chinoises sont préoccupées et conscientes de ce qu'il fait, mais en même temps, leur tactique continue d'être en quelque sorte cette pression exercée en coulisses, ces menaces et ces intimidations, et je pense que Dak Chung n'est pas seulement habitué à cela, je pense qu'il pense que la meilleure façon de répondre à cela est de ne pas céder à tout ça. Parce que je pense que si vous regardez, et c'est quelque chose que j'ai appris à travers la pression qui a été exercée sur nous du côté des affaires, et avec les menaces de la famille aussi, ou l'intimidation, c'est tout simplement qu'ils cherchent à voir comment vous réagissez. Ils savent donc que s'ils vous intimident d'une manière ou d'une autre et que vous changez de comportement, ils disposent maintenant d'un levier qu'ils pourraient actionner pour changer votre comportement à l'avenir. Et c'est quelque chose que les survivants de ces centres de détention en Chine, des personnes qui ont été brutalement torturées, ont appris en interviewant des personnes dont les conditions s'amélioraient parfois sans qu'elles sachent pourquoi. Et puis ils apprenaient plus tard que, vous savez, les membres de leur famille avaient réussi à obtenir leur nom dans un rapport médiatique à l'étranger, ou qu'ils étaient répertoriés dans un rapport sur les droits de l'homme, ou que des personnes avaient appelé les camps de travail en Chine et avaient dit « Nous savons ce que vous faites à un tel ou un tel ». Ainsi, même si, à l'intérieur du camp, les gardes et autres personnes qui torturent et maltraitent les gens, sont encouragées à infliger ces punitions pour que les gens se conforment au diktat du parti, lorsqu'ils savent que des personnes à l'étranger sont au courant de ce qu'ils font et y prêtent attention, cela peut certainement avoir un effet dissuasif. Dak Chung a donc continué à défendre haut et fort les thèmes du film et à apparaître publiquement pour les défendre. Il est vraiment fier de faire connaître son histoire et je pense que pour lui, en tant que survivant, c'est l'occasion de transmettre le message d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas survécu, mais qui ont partagé cette volonté de faire entendre leur voix et d'attirer l'attention sur ce qui se passait. Et la dernière question la plus importante, comment puis-je faire en sorte que Dak Chung me dessine? Allez au Comic-Con. Il est à New York, au Comic-Con juste avant notre première qui aura lieu au Film Forum. Vous pourrez le rencontrer en personne, vous pourrez lui poser des questions sur son histoire. Vous pourriez lui faire dessiner le superbe Chris Chappell. Tout est possible. Tout est possible. Excellent message. Alors, où les gens peuvent-ils regarder Eternal Spring? Je sais que vous avez un public international, donc le film est diffusé dans le monde entier en ce moment. Nous aurons une sortie en salle dans, je ne sais pas, 8 pays ou quelque chose comme ça. Et cela semble s'étendre chaque jour. Consultez donc notre site web, eternalspringfilm.com, mais un message particulièrement important. La première de notre sortie en salle aux États-Unis aura lieu au Film Forum de New York le 14 octobre.
et j'aimerais que les gens viennent. Il y aura 2 séances de questions-réponses ce même week-end, auxquelles je participerai, ainsi que Dakshong. Vous aurez l'occasion d'explorer ces sujets avec nous et de discuter avec nous encore plus. C'est donc le week-end d'ouverture, le 14 octobre à Filmform. Ensuite, nous serons sur plus de 50 écrans avec AMC à travers les États-Unis dans plus de 30 villes une semaine plus tard à partir du 21 octobre. Alors n'oubliez pas de surveiller ces écrans pour votre public aux États-Unis, et pour tous les autres pays, allez nous voir sur eternalspringfilm.com. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui et encore une fois, félicitations. C'est un film fantastique. Merci beaucoup, Chris. C'est un plaisir. Et merci d'avoir regardé. Je recommande vivement Eternal Spring, alors n'hésitez pas à le consulter. Il y a un lien vers le site web dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.